Mary. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce partage d'expérience de la RDC sur le renforcement des capacités de réponse locale et des programmes de nutrition d'urgence. Donc, merci de nous avoir rejoints aussi nombreux. Je m'appelle Angéline Grant et je suis la coordinatrice adjointe de l'équipe opérationnelle du GNC et j'aurai le plaisir de vous faire une brève introduction au projet d'appui technique du GNC. Mais avant cela, j'aimerais passer la parole à Dr Béatrice Kalanga Chiala, la directrice adjointe du Programme national de nutrition de la RDC, pour faire l'ouverture de notre séance. Docteur Béatrice, la parole est à vous. Next slide, please, Miriam. Merci Angeline. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré au renforcement des capacités locales pour la réponse à nutrition, situation d'urgence et les expériences de la RDC dans ces domaines. Au nom du Programme national de nutrition, nous souhaitons d'abord la bienvenue à l'ensemble des participants, partenaires techniques et financiers, acteurs humanitaires ainsi qu'aux représentants des structures locales engagées dans la lutte contre la malnutrition. La situation nutritionnelle, comme vous le savez, en République démocratique du Congo reste préoccupante dans un contexte marqué par des crises humanitaires récurrentes, des déplacements des populations et accès limité aux services essentiels. Face à ces défis, les renforcements, les renforcements des capacités nationales et locales constituent une priorité stratégique pour assurer une réponse efficace, coordonnée et durable. Et ce webinaire vient de s'inscrire dans notre volonté commune de partager les expériences, les bonnes pratiques et les leçons apprises suite à l'appui technique fourni par les GNC à la réponse nutritionnelle à l'est de la République démocratique du Congo, dont nous remercions encore à nouveau à travers ce webinaire. Il représente également une opportunité de renforcement des renforcements pour la collaboration entre différents partenaires et promouvoir des approches adaptées au contexte local afin d'améliorer la qualité et l'impact des interventions en faveur des populations affectées. Et nous espérons que les échanges d'aujourd'hui vont contribuer à enrichir notre réflexion collective et à identifier des pistes concrètes pour renforcer encore les capacités locales et améliorer la réponse nutritionnelle à la République démocratique du Congo. Une fois encore, nous remercions sincèrement tous les intervenants et participants pour leur engagement et leur contribution à cette initiative. Et sans plus tarder, nous vous souhaitons un excellent webinaire et des discussions fructueuses. Je vous remercie. Et je déclare ouvert notre webinaire tout en donnant la parole à Angéline. À vous la parole. Merci énormément, Docteur Béatrice, pour ces mots d'ouverture et de nous avoir introduit donc à la thématique d'aujourd'hui. Next slide. Donc, comme vous le voyez à l'écran, ce webinaire est divisé en deux parties majeures. Donc, d'abord, nous allons passer en revue le projet d'appui GNC H2H au cluster nutrition RDC et donc les réalisations et les leçons apprises sur la mise en œuvre de cet appui technique. Puis, nous aurons une table ronde sur les perspectives de localisation en RDC, donc avec une session de questions-réponses à la fin avant de clôturer. Next slide. Donc, avant de commencer, nous aimerions tout d'abord remercier notre bailleur, H2H FCDO UK Aid, sans lequel ce projet de soutien technique et ce webinaire n'auraient pas pu avoir lieu. Donc, juste pour souligner également, le contenu de notre webinaire d'aujourd'hui relève de la responsabilité du GNC et des intervenants.
et donc ne reflète pas nécessairement les opinions de nos donateurs. Next slide. Donc, une diapo très rapidement pour souligner quelques aspects pratiques pour ce webinaire. Donc, ce webinaire sera enregistré. L'enregistrement est déjà en cours et il sera partagé à la suite de ce webinaire et sera également disponible sur la page de l'événement du site du GNC dans les prochains jours. Donc, je vous invite, et je vois que beaucoup de personnes sont déjà en train de le faire, à vous présenter dans le chat. Donc, vous pouvez nous dire qui vous êtes, votre nom, d'où vous nous écoutez, afin qu'on puisse tous se connaître. Quelques consignes supplémentaires. Donc, merci de désactiver votre micro et votre caméra afin d'économiser la bande passante. Et si vous avez des questions concernant la présentation ou les sujets, des sujets que vous souhaitez aborder avec nos intervenants, donc merci de les poser dans la section questions-réponses. Donc, c'est situé à côté de l'icône en forme de globe en bas de votre écran. Donc, on prendra le temps tout au long du webinaire de répondre à vos questions dans cette section. Vous pourrez également poser vos questions directement aux intervenants. Donc, pour ça, on vous invite à lever la main et on activera vos micros en conséquence. Et si vous avez toute autre question ou remarque, merci de les poser directement dans le chat, surtout si c'est des questions d'ordre pratique ou logistique. Et pour ceux qui nous écoutent, qui souhaitent nous écouter en anglais, for those that wish to listen to this webinar in English, there is simultaneous translation into English, which you will find on the button interpretation at the bottom. Donc, next slide, please. Donc, je vais donc vous donner un bref aperçu du projet d'appui technique du GNC au cluster nutrition RDC qui était intitulé Appui technique aux partenaires en nutrition intervenant dans la crise de l'Est de la RDC afin de renforcer la coordination nutritionnelle, l'analyse des besoins et la réponse. Next slide, please. Donc, juste pour se situer un petit peu en termes de contexte, en début d'année dernière, il y a eu une activation des fonds H2H en réponse à la crise à l'est de la RDC. Donc, H2H a sollicité des soumissions de projets d'organisation qui pouvaient contribuer à la réponse humanitaire avec une dynamique de renforcement des capacités locales. Donc, cette opportunité de collaboration a été abordée avec le cluster nutrition en RDC, le Pronanut et les autres parties prenantes en février 2025. Et nous avons collaboré ensemble sur la soumission d'un projet d'appui à la coordination, la gestion de l'information, le système d'information nutritionnelle et la nutrition en urgence à la fin février 2025. Donc, cette soumission de projet a été acceptée par H2H et on a démarré la mise en œuvre des activités en avril de l'année dernière. Next slide, please. Donc, dans le cadre de ce financement H2H pour la RDC, on a articulé notre appui autour de 3 objectifs clés. Donc, le premier objectif visait à renforcer la coordination du cluster nutrition et la gestion de l'information. Le second visait l'amélioration du suivi nutritionnel et de la priorisation des interventions. Et le troisième s'est concentré sur l'augmentation de la couverture et de l'efficacité de la réponse nutritionnelle. Donc, juste pour noter qu'il y a eu une modification à l'objectif initial, comme les besoins d'appui technique liés au système d'information nutritionnelle avaient quand même beaucoup évolué au courant de l'année dernière. Donc, l'équipe opérationnelle du GNC a soumis une demande de modification de cet objectif à H2H qui a été approuvée début juillet de l'année dernière. Next slide. Donc, cette diapositive, c'est juste pour illustrer certains éléments clés du projet. Donc, pendant le projet, il y a eu une collaboration étroite avec le Pronanut. Donc, le Pronanut a été impliqué dans la conception de l'appui et a mis à disposition des points focaux dédiés pour les différentes activités, y compris vraiment une collaboration très étroite en présentiel, autant à Kinshasa qu'à Goma.
Et donc, bien sûr, les directives et les outils qui ont été développés sous le leadership du Pronanut ont ensuite été officiellement validés. Il y a également eu un leadership et une implication très étroite avec l'équipe de coordination du cluster nutrition RDC, tant à Kinshasa qu'à Goma. Et donc, bien entendu, cet appui était très précieux pour tout ce qui est coordination avec les partenaires, la préparation et l'organisation des formations et des ateliers, et aussi, bien entendu, pour l'orientation stratégique des activités. Comme je l'ai mentionné auparavant, il y a également dans ce projet un focus sur les acteurs locaux et nationaux qui ont été priorisés pour les activités de renforcement de capacité. Donc au total, il y a eu 6 événements de renforcement des capacités avec un total de 134 participants, dont 73% étaient des acteurs locaux et nationaux. Donc quand même une grande majorité. Juste pour aussi noter que lors de la conception des activités, pendant le développement du paquet minimum de nutrition en situation d'urgence et aussi le ProNuture, les considérations genre et mitigation du risque de VBG ont également été intégrées au processus. Et aussi, pendant ce projet, il y a eu une collaboration entre le conseiller gestion de l'information du GNC et Carte ONG Conafod sur la cartographie des acteurs locaux et nationaux œuvrant dans la nutrition. Donc, il y a eu un partage de listes de contacts entre le cluster nutrition et Conafod pour essayer de mieux comprendre quels acteurs de nutrition étaient engagés au niveau de Conafod et quels étaient engagés au niveau du cluster nutrition pour essayer de maximiser cet engagement pour la communauté des partenaires de nutrition. Donc voilà, je vais maintenant passer la parole à Calvin. Merci. Merci beaucoup, Angeline. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Calvin Oben. L'appui s'est structuré, comme Angeline venait de dire, autour de trois objectifs principaux. Le troisième, montré sur la diapositive, portant sur le renforcement des couvertures et de l'efficacité des réponses nutritionnelles à travers l'élaboration du paquet minimum des activités de nutrition à situation d'urgence. Au second semestre de 2025, j'ai apporté un appui technique en nutrition à situation d'urgence et PECIMA dans le cadre d'une consultance avec le Global Nutrition Cluster. Je travaille actuellement avec Save the Children International comme conseiller en nutrition. Next slide, please. En tant que l'un des consultants, mon appui s'est articulé autour de trois sous-objectifs principaux que vous voyez sur cette diapositive. Premièrement, appuyer l'élaboration du paquet minimum des activités de nutrition à situation d'urgence, adapté au contexte et soutenir son intégration dans la plan de protection nutritionnelle d'urgence. Deuxièmement, mettre à jour le paquet de formations sur les approches simplifiées et adaptées pour la prise en charge de l'émaciation et renforcer les capacités des partenaires à travers une formation de 3 jours. Et enfin, appuyer l'élaboration des critères clairs d'activation et de désactivation des approches simplifiées et adaptées. Next slide, please. Alors, quelle a été mon expérience dans la mise en œuvre de ces objectifs et dans les atteintes des livrables associés? Pour développer ces paquets minimums, nous avons fait le choix d'un atelier très participatif réunissant 31 acteurs représentants des organisations locales, nationales, internationales et des Nations Unies, afin d'élaborer collectivement les contenus du paquet. À partir des scénarios des aléas contextuels, comme les épidémies, les déplacements massifs, les inondations, etc., les participants ont travaillé en groupe, organisé par les scénarios, afin de définir les activités les plus pertinentes et faisables en pratique, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles du contexte. Le format hybride appuyé par les outils interactifs en ligne comme Mentimeter, Google Docs, Mural et Microsoft Teams pour le travail en groupe a permis une participation inclusive, notamment par les acteurs qui n'ont pas pu se rendre à Goma à raison des contraintes logistiques.
Les principaux livrables issus de ces processus sont présentés sur le diapositive. Next slide, please. Alors, cette diapositive présente le cadre que nous avons développé lors de l'atelier pour guider l'élaboration du paquet des activités. Nous avons d'abord commencé par nous accorder sur la définition d'une urgence, puis sur ce qui constituait une urgence nutritionnelle dans le contexte, avant d'examiner les différentes interventions nutritionnelles en situation d'urgence. Une fois cette compréhension commune établie, nous avons discuté de ce qui devrait guider les définitions du paquet minimum des activités et, et ce qui ensuite alimenté les travaux des groupes basés sur les scénarios. Tout ça visant à élaborer concrètement le paquet des activités. Next slide, please. Voilà, ces images donnant un aperçu du processus de co-développement du paquet minimum à Goma. Ça illustre le travail collaboratif et la participation active des différents partenaires et l'approche inclusive que nous avons adoptée tout au long de l'atelier. Donc voilà, il y a les différents partenaires y compris les partenaires locaux, les ONG locaux, les ONG internationales et aussi les représentants de la Pronanout. Next slide, please. Mon deuxième objectif portait sur la mise à jour d'un paquet de formations sur les adaptations de la prise en charge de l'émancipation, auparavant appelées les approches simplifiées, et ainsi sur le renforcement des capacités des partenaires à travers une formation de 3 jours. Comme pour les activités menées dans le cadre d'élaboration du paquet minimum, nous avons travaillé en collaboration rapprochée avec les Pronanout et ainsi que l'équipe de la coordination du cluster nutrition au niveau national et régional, lesquels ont joué un rôle clé dans la mise à jour des contenus et dans la mise en œuvre de la formation. Au total, 27 organisations différentes étaient représentées. La formation a réuni au total 50 participants et a été mise en œuvre selon un format hybride, similaire à celui utilisé lors de l'atelier de développement du paquet minimum. Après la formation, nous avons analysé les retours des participants recueillis avec l'aide de Google Forms afin de mettre à jour les paquets de formation. L'un des retours clés indiquait que 3 jours n'étaient pas suffisants pour la formation. Donc, nous avons donc revu les contenus et élaboré un agenda de formation sur 5 jours. Next slide, please. À ce qui concerne l'élaboration des critères d'activation et de désactivation des adaptations des stations, ce schéma illustre la logique simplifiée qu'on avait utilisée pour élaborer les critères. Donc, à partir des circonstances exceptionnelles, identifiées de manière contextuelle lors d'un travail de groupe, nous avons défini les critères spécifiques liés à chaque approche. L'objectif est de disposer de déclencheurs clairs et mesurables permettant à la fois d'activer les adaptations lorsque nécessaire et de revenir au protocole standard dès que possible. Next slide, please. Voici quelques photos prises durant les 3 jours de formation, ainsi que de la session de travail consacrée à l'élaboration des critères des activations et des désactivations. Ici, on voit, il y a aussi les différents partenaires qui ont participé. Voilà. Next slide, please. Donc, plusieurs leçons ont émergé de cette expérience, mais 3 méritaient d'être soulignées. Premièrement, l'approche participative et inclusive a été déterminante. La forte implication des ONG locales, nationales et internationales, combinée à la collaboration étroite avec l'équipe de la coordination de nutrition et la Pronanout, a permis de mieux contextualiser les activités et de favoriser une appropriation réelle du processus par les acteurs.
Deuxièmement, le recours d'exercices basés sur les scénarios contextuels s'est révélé particulièrement efficace. Le travail des groupes autour des scénarios réalistes adaptés au contexte comme les conflits armés, des épidémies, des catastrophes naturelles ou le déplacement massif ont permis de traduire les concepts techniques en interventions concrètes et opérationnelles. Enfin, l'utilisation des outils interactifs numériques dans un format hybride a largement facilité la participation. Des outils comme Mentimeter et Mira ont permis d'assurer une participation inclusive et structurée, y compris pour les partenaires qui ne pouvaient pas, qui participent à distance. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Ethel qui va partager son expérience sur les prochains objectifs portant sur le renforcement des coordinations du cluster nutrition. À toi, Ethel. Next slide. Merci beaucoup, Calvin, et bonjour, chers collègues. Moi, je m'appelle Ethel Fabouron et j'étais en charge d'appuyer la RDC par rapport au volet coordination. Et l'objectif était bien sûr de renforcer ce volet coordination, surtout dans l'Est de la RDC qui a été touché par la crise et d'améliorer un peu la qualité, d'adapter et de renforcer un peu les mesures qui étaient déjà prises par Cluster Nutrition lors de la survenance de la crise. Next. Alors, au niveau de la coordination, on est en charge de travailler sur 7 volets. Mais je vais vous présenter très rapidement les points saillants de cette intervention. Et l'un des volets phares était l'élaboration ou l'actualisation, l'amélioration du plan de réponse, parce qu'au début de la crise, le cluster nutrition avait déjà mis très rapidement en place, on en avait discuté, un plan de réponse. Donc, au cours de ma mission, on l'a amélioré, on a ajouté des éléments et on l'a rendu beaucoup plus pratique. Et c'est ce plan qui est appelé le plan de protection nutrition en urgence. Donc, ça est développé selon les 8 étapes clés du GNT. Next. Et je vais vous présenter juste quelques outils clés. On ne va pas aller dans les détails. Et au niveau de ce plan de réponse, euh, on a développé quelques outils pour être très, très pratique. Par exemple, il y a un outil qui est relatif à la capacité opérationnelle des partenaires. Cet outil consistait à mettre en place, à faire un peu le mapping de la capacité interventionnelle existante des partenaires au moment de la crise, vérifier un peu les disponibilités de chaque partenaire, notamment qui fait quoi et où. Il résume aussi un peu la disponibilité des partenaires à mettre, par exemple, à la disposition du cluster, un staff, que ce soit pour la gestion de l'information, que ce soit pour la coordination. Donc, c'est un outil très pratique qui peut être adapté à tout moment. Et cet outil aussi détaille aussi les disponibilités en intrants, par exemple, ou en matériel au niveau des partenaires. Sur votre droite, vous avez la partie analyse de la réponse. Et si vous vous rappelez, lors de l'intervention de Kelvin, l'un des objectifs du paquet d'activités était aussi d'être intégré dans le plan de réponse. Donc, nous avons à droite juste un aperçu du paquet d'activités qu'on a utilisé, qui a été développé par le prédécesseur, qu'on a utilisé pour l'intégrer dans le plan de réponse. Next. Voilà. L'autre outil sur lequel on a planché était l'outil de planification des dispositions opérationnelles qui identifiait un peu les dispositions, toutes les dispositions des partenaires, comment les opérationnaliser sur le terrain à partir de ce qu'on avait développé au niveau de l'outil du mapping des capacités. Et cet outil aussi, au niveau de cet outil, on anticipe aussi les contraintes opérationnelles des partenaires par rapport à la crise. Et donc, que ce soit sur les aspects coordination, gestion de l'information, les évaluations disponibles, comment les utiliser, comment mettre en place les choses, c'est ce type d'application opérationnelle qu'on utilise, qu'on a développé aussi.
Et à ma droite, on a fait finalement un plan de travail du plan de réponse dans lequel sont mentionnés le timing, et les responsables, qui est responsable de quoi et les délais. Ce plan de travail un peu est le résultat de tout ce qui a été fait précédemment. Next. Donc, à part le plan de réponse, on a travaillé aussi, il y a eu une formation hybride sur les aspects de coordination. Et alors, en collaboration avec le cluster de la RDC a identifié voilà, des volets sur lesquels il y avait des besoins de renforcement de capacité et nous les a soumis sous la base d'un cadre que le DLT avait livré. Et vous avez à ma gauche les 10 modules qui ont été choisis par le cluster et les partenaires du cluster nutrition et sur lesquels on a planché. L'objectif de cette formation était voilà, de renforcer des connaissances de base dans les domaines régaliens du cluster nutrition, les domaines régaliens du cluster nutrition à travers ces 10 modules. Donc, c'est une formation qui s'est étendue sur 2 semaines. Vous avez à droite un peu le déroulé de la formation. Il y a 3 sessions. Il y a eu 3 sessions de groupe. 3 sessions de groupe, une session d'introduction, une session d'introduction et 2 sections, voilà, 2 sections d'exercice. Et entre ces 2 sessions, il y avait les participants avaient une semaine pour parcourir les modules. C'était sur ces modules-là qu'on travaillait après ces travaux. Donc, ces travaux de groupe, c'était des sessions hybrides, bien entendu. Il y avait des gens en présence à Goma et les autres étaient en ligne. Donc, a duré du 14 au 29 août. Et les participants ont été voilà, renforcés, briefés sur les bases de la coordination par le biais de ces 10 modules-là. Next. Voilà. Ensuite, deux aspects sur lesquels on a travaillé et sur lesquels d'ailleurs on va encore continuer un peu. C'est le plan opérationnel qui est relatif aux manières intersectorielles, nutrition, roche, sécurité et alimentaire et santé qui avait été mis en place par le Congo RDC. Et on a jugé important que ce soit bien de faire un plan opérationnel intercluster pour pouvoir vraiment transcrire voilà, toutes ces informations en réalité opérationnelle. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé et sur lequel on va continuer à travailler parce qu'on va associer aussi les autres clusters pour pouvoir donner leurs inputs. Donc, il y a ce plan qui est en cours, qui est presque finalisé et il y a aussi Next. Ensuite, on a un document de sur pérennisation des actions du cluster nutrition, surtout dans l'Est du Congo, sur lequel on est en train de travailler parce que compte tenu de la situation, comme vous le savez, et, on voudrait quand même maintenir en place les structures de coordination d'une manière ou d'une autre, au cas même où les fonds seraient réduits, au cas où il y aura des changements voilà, dans la structure de coordination. Donc, c'est un document qui nécessite un plaidoyer au niveau des autres partenaires et qui mérite et qui doit aussi être audible pour une audience qui ne comporte pas les nutritionnistes. Donc, c'est un document sur lequel on a travaillé, qu'on continue, sur lequel on continue de travailler. Next. Donc, de façon ramassée, c'était voilà quelques éléments que j'ai présentés par rapport à la coordination. Maintenant, en matière de leçons apprises, au cours des sessions, on avait remarqué que et certains partenaires le disaient qu'il y a certains documents clés dont ils n'avaient pas connaissance ou ne consultaient pas et ils ont dit que voilà, s'ils consultaient ces documents, ça aurait peut-être pu même améliorer, voilà, réorienter certaines de leurs interventions. J'ai mis ici parce que compte tenu du fait que, compte tenu de la situation actuelle, et vous savez, et la réduction des fonds, il y a de plus en plus de documents d'adaptation à partir de documents dont on pensait que les stratégies étaient gravées sur la pierre. Donc, c'est important d'être régulièrement informé ou de se tenir informé parce que le cluster lead ne peut pas faire tout, les membres du cluster ne peuvent pas faire. C'est important que les partenaires aussi, de temps en temps, aillent s'informer sur ce qui se passe sur les différentes adaptations parce que ça devient très dynamique parce qu'on doit s'adapter à la réduction des fonds. Et donc, on essaie de retravailler il y a beaucoup d'adaptations au niveau
globales qui sont même, et ces adaptations sont bien sûr issues des remontées et du terrain. Donc, c'est important qu'il y ait ce partage continu de l'information, notamment par rapport à ces orientations. Ensuite, l'un des aspects clés sur lesquels les participants sont revenus et dont nous-mêmes on a chez doigt, c'est les aspects localisation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'accent de la localisation, et c'est important aussi pour les acteurs locaux et nationaux avoir accès au financement, et bien entendu, de continuer le renforcement de capacité et d'être aussi visible. Il faut qu'on travaille chacun à notre niveau, non seulement les organisations locales et nationales, mais au niveau aussi de tous les partenaires, à rendre plus visibles ces acteurs locaux-là. Donc, c'est des discussions qu'on a eues et sur lesquelles on va continuer à s'y pencher. Et un aspect clé, comme vous l'aurez deviné, c'est par rapport au financement très important parce que voilà, c'est important d'avoir de développer des teams, mais important d'avoir un fonds dédié aux urgences pour leur permettre de continuer et pour les rendre vraiment opérationnels. Voilà. Donc voilà, c'était un peu que après lequel on a découlé des recommandations. Voilà, les recommandations par rapport, et l'une des recommandations phares était d'utiliser le plus possible ces outils, les outils du ProNuture, parce qu'ils sont modulables et les adapter au fur et à mesure que le contexte évolue. Cet outil, on peut l'étendre aussi à d'autres régions. Voilà de façon ramassée, voilà ce que je pouvais dire par rapport aux outputs du volet coordination. Je me remercie. Je vais passer la parole à Amadou pour vous parler du côté et du volet IM. Merci. Merci beaucoup, Ethan. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Amadou Ndong. J'ai assuré l'objectif de renforcement de la gestion de l'information nutritionnelle durant ce projet-là. Donc, next slide, Myriam. Euh, donc, le support en IAM, enfin, l'ensemble des objectifs qui nous ont été euh, affectés et les différentes activités qu'on a mises en œuvre peuvent être classées en deux grandes parties, dont la première était, si on veut, le renforcement du système d'information du cluster en tant que tel. Et donc, en fait, on a mis en œuvre différentes activités qui nous ont permis d'arriver à cet objectif-là en étroite collaboration avec l'équipe du cluster, notamment le gestionnaire de l'information que j'ai vu ici sur les participants. Bonjour, Elie. Donc, en fait, en premier lieu, on a fait une revue des différents produits d'information qui étaient faits régulièrement et on a pu analyser pour chaque objet, pour chaque élément, euh, non, pas seulement ses forces et ses faiblesses, mais ce qui le rend efficace ou beaucoup plus consommable au niveau des partenaires et des bailleurs. On est arrivé en fait à la conclusion de mettre le focus sur certains produits qui sont des produits phares, qui sont beaucoup utilisés, que ce soit le bulletin nutritionnel ou bien le dashboard de suivi de la réponse humanitaire qui intègre beaucoup d'aspects, ou bien l'outil d'analyse de sévérité qui est aussi fortement utilisé dans la planification, la mise en œuvre de la réponse humanitaire. Donc, on a pu en fait mettre en œuvre, enfin, retravailler surtout en ce qui s'agit de l'outil de priorisation en utilisant ce qui a été fait, ce qui a été utilisé jusque-là et d'autres sources de données pour arriver à un outil qui utilise une multitude d'indicateurs pour arriver en fait à déterminer une sévérité sectorielle pour une localité. Donc, c'est l'image que vous voyez sur l'écran. Euh, on a aussi en fait travaillé beaucoup avec l'IAM, comme je le mentionnais, pour tout ce qui est euh, euh, programme enfin, faciliter en fait le travail
au jour le jour en termes d'IM, automatiser le maximum de processus possibles. On a aussi travaillé rapidement au développement d'un cadre d'harmonisation des prix. Donc, c'est pas finalisé, mais on a réussi en fait à établir un cadre global qui permet de pouvoir exposer sur plusieurs dimensions les variables qu'il faut en fait prendre en compte pour pouvoir arriver à définir des coûts standardisés. Next slide. Donc par rapport en fait au bulletin, donc vous voyez ici en- une image quoi. Donc on a pu en fait faire un plan ou plutôt un template qui permet de, de rendre l'information beaucoup plus, disons, facile et une lecture euh, beaucoup plus fluide de tout ce qui est information importante qu'on voulait montrer. Donc, en parallèle, si on passe à la slide prochaine, next slide, Myriam, on a, on a, on a défini les outils, que ce soit le bulletin ou le tableau de bord, de sorte qu'ils soient complémentaires, à la place en fait, d'avoir la même information qui est distribuée sur les différents produits. On a fait une lecture plutôt continue des produits du cluster. Donc, à travers le bulletin, on a une certaine information qui est continue ou bien qui est beaucoup plus détaillée à travers un dashboard dans lequel on peut passer rapidement, enfin vous le voyez peut-être pas, mais sur la capture à l'extrême gauche, donc on voit 5 pages qui montrent en fait en termes de réponse ce qui se fait. On a aussi une présence opérationnelle qui montre la distribution des acteurs, mais on n'a pas fait que ça. Je vous invite en fait à aller regarder le dashboard. On a voulu en fait faire quelque chose de très pratique. Donc, à travers la présence opérationnelle, on peut voir effectivement qui fait quoi et qu'est-ce qui manque, ce qui n'est pas souvent en fait montré dans une analyse 5W. La sévérité, vous pouvez aussi en fait visualiser les résultats de la matrice de priorisation chaque fois avec de la donnée historique sur les années passées. Et enfin, une dernière page sur les indicateurs de performance qui permettent d'apprécier à travers des taux de guérison et de décès sur des zones de santé comment est-ce qu'on performe en termes de nutrition. Next slide. Donc ça, c'est ça en quelque sorte pour le renforcement du système d'information. Ensuite, l'autre volet était plus en fait un renforcement de capacité et du cluster et des partenaires surtout, beaucoup plus sur les partenaires. Donc, on a fait en fait un survey, un questionnaire qui nous a permis de répertorier au niveau de Kinshasa et de Goma quels sont les thèmes, les thématiques en termes de IAM que les différents partenaires avec leurs chargés de données ou chargés d'informations, chargés de MNI, enfin les profils qui géraient en fait les données, qu'est-ce qui leur intéressait davantage. Et du coup, on a fait 2 ateliers de formation qui étaient beaucoup plus en fait centrés sur ces éléments essentiels. On a aussi fait un atelier avec le Pronanut qui était super intéressant sur enfin, voilà, la cartographie des besoins en données et des éléments de collaboration pour renforcer en fait ces 2 passerelles-là entre le cluster et la cellule la cellule gestion de données du Pronanut. On a fait un atelier de design thinking qui a été aussi super intéressant sur comment est-ce qu'on définit un produit IAM qui a une forte valeur ajoutée. Si on passe à la next slide, je vais conclure rapidement. Je pense qu'en fait, la collaboration, l'implication de l'équipe du cluster dans ce travail-là était juste cruciale pour sa réussite. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe. J'ai parlé tout à l'heure de l'approche centrée sur l'utilisateur. Donc, ça aussi, c'était un élément
qui a défini en fait tout le long de notre travail la redéfinition ou la création de produits IAM, en sorte que l'appropriation soit beaucoup plus facile pour tout le monde parce qu'on travaille tous en fait à définir ce qu'on veut voir comme produit final. Et donc, le questionnaire dont j'ai parlé tout à l'heure a aussi permis de pouvoir identifier les différents besoins en IAM de tout le monde. Et donc, en fait, le cluster, suivant ses moyens, va pouvoir organiser des ateliers réguliers qui vont dans ce sens-là. Je vais m'arrêter là et passer la parole à Faustine sur une thématique proche, qui est en fait le système d'information nutritionnelle. À toi, Faustine. Merci Amadou pour la parole. Moi, je suis Faustine Mudekereza, je suis basée à Kinshasa et j'ai travaillé aussi au compte de GNC et j'avais comme objectif suivi nutritionnel en temps réel et priorisation des interventions dans le nord et le sud Kivu grâce à une meilleure intégration des données des sites sentinelles, au renforcement de capacités de dépistage. Next slide. Le premier point était la validation de la matrice de priorisation du cluster. C'était un travail déjà qui était fait par mon collègue Amadou. J'étais juste là pour appuyer la validation et c'était en mi-octobre en collaboration avec le conseil de gestion de l'information. Et c'est une matrice donc sera utilisée pour l'analyse des besoins humanitaires en 2026. En dehors de ça, il y a eu un développement de l'arbre décisionnel pour la surveillance nutritionnelle en RDC, ainsi que l'outil pratique de sélection des méthodologies. C'est un outil et pratique de sélection des méthodologies de surveillance dans un contexte d'accès et de financement réduit. Pourquoi l'arbre décisionnel? L'arbre décisionnel permet de décider de la méthode d'évaluation de la situation nutritionnelle la plus optimale selon les contextes dans lesquels on se trouve. Et c'était aussi nécessaire pour comprendre les modalités de mise en œuvre des méthodes spécifiées de chacune des différentes méthodes. Je peux parler de ces méthodes. Donc, la première méthode pour l'évaluation nutritionnelle, c'est l'enquête nutritionnelle SMART classique. C'est la méthode la plus recommandée, la méthode la plus privilégiée, puisqu'elle permet d'évaluer la situation nutritionnelle dans une situation stable et dans une zone à accès sécuritaire. Et ça permet aussi de donner dans une situation nutritionnelle qui est représentative, ainsi que pouvoir analyser plusieurs indicateurs. C'est-à-dire qu'en dehors des indicateurs nutritionnels, il y a les indicateurs additionnels qu'on peut ajouter, comme les différentes couvertures vaccinales, la couverture en déparasitage, la couverture en supplémentation en vitamine A et autres. Et avec ça, en tout cas, on a des données qui sont plus représentatives. Mais dans une situation où la sécurité ne le permet pas, c'est-à-dire dans une zone à accès limité et dans une situation d'insécurité, il est recommandé d'utiliser la méthode, donc qui est l'option D, l'enquête nutritionnelle SMART rapide. Les deux utilisent la même méthodologie, c'est-à-dire la méthodologie SMART qui est standardisée, et les résultats sont aussi représentatifs, sauf que pour l'enquête SMART rapide, ces résultats ne sont que pour les zones qui ont été concernées par l'enquête. Donc, on ne peut pas les extrapoler sur toute la zone de santé si c'est une grande zone. Et avec aussi l'enquête SMART rapide, on ne peut pas mettre un projet à long terme avec ces données. Alors, dans une situation où il est impossible de mener et l'enquête SMART rapide ainsi que l'enquête SMART classique d'abord et l'enquête SMART rapide, alors dans ces cas, il nous est recommandé
de passer à l'option de dépistage. Pour le dépistage, à l'option 3, nous avons ce qu'on appelle le dépistage exhaustif à l'aide du PB et c'est référé à l'outil de dépistage PB Smart CDC. Ça, ce n'est pas une enquête, mais c'est un dépistage juste pour avoir les données sur la situation nutritionnelle de la zone. C'est-à-dire ici, on est dans les possibilités de mener les deux options. Et dans ces cas, le dépistage se fait au PB et à l'appréciation aussi de l'EDEM. Ce qui est avantageux, que le dépistage se fait localement, c'est-à-dire dans ces cas, on n'a pas besoin de recruter les enquêteurs qu'on doit déplacer d'une zone à une autre, mais ce sont donc, la communauté qui intervient dans ces cas. Et souvent, on utilise les agents de santé communautaires ou bien les communautaires, ça dépend où on se trouve. Et ce dépistage ici, comme on le sait, le dépistage a deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour identifier et orienter les enfants pour un programme de prise en charge nutritionnelle. Et le deuxième objectif aussi, c'est pour avoir l'idée générale sur la situation nutritionnelle. Et c'est ça, notre cas ici, au lieu de rester sans avoir l'idée sur la situation nutritionnelle, quand on n'est pas en mesure de mener une enquête SMART, alors il est recommandé de mener le dépistage. Le dépistage exhaustif peut se faire à grande comme à petite échelle, et ceci se fait porte à porte. Donc, on a la chance quand même d'avoir un échantillon qui est représentatif, et les données sont représentées, les résultats sont représentés comme PB inférieur à 125 mm. Alors, dans les cas où il n'est pas aussi possible de mener le dépistage exhaustif, on peut mener ce qu'on appelle le dépistage ciblé à l'aide du PB. Et ici, on nous recommande de se référer aux directives IPC malnutrition aiguë. Dans ces cas, on cible au moins 3 sites d'unités et on va enquêter seulement dans ces sites. Le nombre d'enfants, si c'est inférieur à 200 enfants, on fait l'exhaustif, et si c'est supérieur à 200 enfants, on applique la méthode aléatoire pour sélectionner les enfants. Dans les cas maintenant d'extrême insécurité, donc dans une situation où la sécurité est très limitée ou bien inexistante, il est recommandé de mettre en œuvre ce qu'on appelle les protocoles médicaux, protocoles spéciaux plutôt, IPC. On demande de se référer aux directives IPC pour la collecte des données dans les zones à accès limité pour plus de détails. Next. Next slide. Allô? Next slide. Merci. Le deuxième objectif était la stratégie d'intégration des données communautaires et SANSAP. C'était donc l'appui au système national de surveillance nutritionnelle suivi des alertes précoces. Le premier point était de développer de nombreux outils et recommandations pour les SANSAP. Une liste de recommandations a été faite pour l'amélioration de la méthodologie et les rapportages SANSAP. Donc, la stratégie d'intégration des données communautaires a été faite du fait qu'on trouve qu'actuellement en RDC, les SANSAP utilisent les données issues des structures sanitaires. Et ces données sont limitées, étant donné que tous les ménages n'ont pas accès aux structures sanitaires, puisqu'il faut avoir le frais à payer. Il y a la distance aussi qui joue si le village est éloigné des structures sanitaires. Il y a aussi aussi la préférence. Il y a certains ménages qui préfèrent la médecine traditionnelle que la médecine moderne, etc. Alors, il est temps de penser aussi à collecter les données au niveau des sites communautaires. Donc, c'est ça la stratégie qui a été mise
pas mise en place, mais proposée. Il y a le format de rapportage communautaire aigu d'utilisation qui a été produit, les canevas des tableaux d'analyse des données communautaires, ainsi que les différentes recommandations comme je l'ai dit, sources de données nutritionnelles pour la réponse. Utilisé aussi dans d'autres analyses comme l'IPC, parce que jusqu'à aujourd'hui, dans notre pays, quand on fait l'analyse IPC malnutrition aiguë, ils ne considèrent pas nos données essentielles qui se limitent seulement dans les structures de soins. Il faudra qu'on aille aussi au niveau communautaire pour améliorer la couverture géographique ainsi qu'améliorer le nombre de cibles. Next slide. Donc, en dehors de l'arbre décisionnel, on a fait aussi la formation sur l'outil de dépistage PB Smart initié par CDC et l'arbre décisionnel, comme je viens de le dire. Deux formations ont été faites. Il était prévu seulement dans les TDR de faire la formation à Goma, mais sur demande du Pronanit, la formation en novembre, le 19 novembre, si je ne me trompe pas, a commencé à Kinshasa et on avait formé 29 participants. Il y avait 28 du Pronanit et une personne qui avait représenté une ONG nationale graine. À Goma, la formation a été faite donc aux partenaires locaux ainsi que nationaux. Et en tout, 96 participants ont été formés, soit 82% d'acteurs locaux et nationaux. Les séances pratiques ont été faites sur les outils à utiliser au moment de dépistage. Comme on vient de voir les différentes options. Pour le dépistage, il y a donc les questionnaires ou la feuille de collecte qui est différente avec les enquêtes. Pour les enquêtes, on peut utiliser un questionnaire électronique ou bien sous forme de papier selon les indicateurs à collecter, tandis que pour le dépistage, nous collectons seulement le PB et l'appréciation des édèmes. Ici, on n'a pas besoin d'une façon générale d'un échantillonnage, c'est juste de savoir si les enfants sont compris entre 6 et 59 mois et séparer le sexe. Donc, ici, nous avons un questionnaire qu'on appelle feuille de pointage d'évaluation nutritionnelle PB. Ça concerne l'approche 1, c'est-à-dire l'approche qui concerne les couleurs. Là, vous voyez la couleur rouge, ce sont les cas de malnutrition aiguë sévère. La couleur jaune, c'est la malnutrition modérée, tandis que la couleur verte identifie le bon état nutritionnel. Ça, c'est pour permettre aux relais communautaires qui ont les difficultés de lire ou d'écrire et qui peuvent considérer des couleurs. Néanmoins, nous avons Pardon, Faustine. Oui. Pardon, Faustine, pardon de vous interrompre. On va manquer un petit peu de temps. Juste si vous pouviez prendre juste que 2 minutes supplémentaires. Merci beaucoup. Pardon. OK. On passe à next slide. Merci. Les leçons apprises et les opportunités. Les leçons apprises, c'était le renforcement des capacités est un processus continu. La qualité des données dépend fortement de l'accompagnement de terrain, puisque le travail commence au terrain. L'appropriation locale est un facteur clé de durabilité. L'utilisation des données motive les acteurs. Donc, il faut toujours chaque fois faire un feedback au terrain. Les contextes opérationnels doivent être pris en compte aussi. Les opportunités, c'est l'intégration du système d'information nutritionnelle dans le système national d'IHS2, la supervision formative et le mentorat. Il faut qu'il y ait la collaboration étroite entre le gouvernement et les partenaires, le renforcement progressif de capacités locales, l'approche axée sur la résolution de problèmes ainsi que la maturité du SNSA. Je vous remercie. C'est tout. Je passe la parole à la table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faustine. Et merci beaucoup aussi à tous nos collègues qui ont fait
qui ont fait les présentations. On va passer ensemble à une table ronde désormais avec différents intervenants. Donc, nous avons Dr Béatrice Kalenga qui est avec nous. C'est une nutritionniste diététicienne. Elle a 10 ans de carrière comme directrice adjointe au Programme national de nutrition en RDC. Et elle est également le co-lead du cluster nutrition et professeure à l'université. Donc, merci Dr Béatrice d'être avec nous pour cette table ronde et ces questions. On a aussi Ilaria Di Modugno qui est avec nous. Elle est également une nutritionniste spécialiste en santé publique pour compléter son profil et elle a plus de 6 ans d'expérience en nutrition clinique et humanitaire. Elle occupe actuellement le poste de coordinatrice adjointe du cluster nutrition et c'est une fervente défendeuse des solutions locales et durables. Avec nous, on a également Dr Emmanuel, qui est un médecin congolais, qui a plus de 9 ans d'expérience dans les interventions de tout ce qui est santé, nutrition, prise en charge intégrée, eau et assainissement et protection. Il travaille avec l'ONG MEDES et il est le programme manager de cette ONG. Il a également pris à son compte le rôle de co-lead du sous-cluster nutrition de Goma. Donc, merci Dr Emmanuel d'être avec nous. Ensuite, nous avons Nkirote Leiboni qui est anglophone. Donc, il y aura sûrement un petit peu de délai où il faudra que vous vous connectiez au petit globe pour entendre sa réponse. Elle est avec nous en ce moment. Elle a rejoint le GNC il y a quelques temps pour succéder à Alexandra Humphrey, que vous connaissez sans doute. Nkirote a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur humanitaire et elle aide en ce moment dans son rôle les clusters à élaborer leur stratégie en matière de localisation et elle soutient aussi toutes les activités de renforcement des capacités pour les acteurs locaux et nationaux. Et enfin, nous avons avec nous Denis. Denis qui est spécialiste en localisation, il travaille avec l'UNICEF depuis de nombreuses années dans ce sujet et il est basé à Nairobi et également anglophone. Voilà. Donc, on va commencer avec les questions. Et la première question s'adresse à Dr Béatrice. Et c'est une question assez centrale. Alors, Dr Béatrice, j'espère que vous êtes en ligne. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous attends 5 sur 5. Est-ce que vous m'attendez Ah, aussi? parfait, 5 sur 5. Du coup, cette première question, elle est pour vous. Euh, Quel rôle doivent jouer les autorités nationales en ce qui concerne l'agenda de la localisation de la communauté humanitaire en RDC? Merci Géraldine pour la question. Dans l'agenda de la localisation de l'action humanitaire, les autorités nationales ne sont pas seulement des simples parties prenantes. Euh, Ils sont sur le leadership stratégique et appropriation nationale, c'est-à-dire ils définissent une vision nationale de la localisation alignée aux priorités du gouvernement. Et il y a je peux dire, des documents normatifs du pays, là où les autorités nationales sont alignées, c'est à travers le plan national de développement sanitaire et le plan national stratégique multisectoriel de nutrition. Ils sont aussi intégrés dans la localisation de la politique stratégique et le plan national. Deuxième point, ils sont dans les cadres politiques, juridiques et institutionnels. Là, se mettre en place un cadre de réglementation clair pour la mise en œuvre des interventions nutritionnelles pour l'ensemble des partenaires humanitaires, même dans les situations d'extrême urgence. Il est aussi dans la coordination et gouvernance humanitaire, les renforcements des capacités nationales, les plaidoyers et la mobilisation des financements, l'analyse des liens entre le nexus humanitaire, développement et paix. Et puis enfin, je peux dire, ils sont en train de s'assurer
dans la redevabilité à travers les communautés affectées. Voilà un peu ce que je peux répondre à cette question. Merci. Merci beaucoup, Madame Béatrice. En effet, et je pense que avec ce soutien, vous l'avez vu, que en fait beaucoup des interventions et surtout les plus rapides pour aller vers les bénéficiaires sont faites par des organisations locales et nationales. Donc effectivement, ce sont des acteurs extrêmement importants. Donc merci d'avoir renforcé ça. Merci, docteur Béatrice. Très bien, Merci. super. On a aussi une question pour docteur Emmanuel de l'ONG MEDES. Et alors là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense, d'ailleurs, il y a plusieurs questions hein, dans les boîtes de questions-réponses et aussi un petit peu dans le chat à ce propos. Docteur Emmanuel, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous écoute, Angéline. C'est Géraldine. On nous confond Ah, souvent. Géraldine, voilà, ouais. Oui, oui, vous ressemblez parfois. Oui. Pas de problème. Donc, du coup, Et, docteur Emmanuel, quels sont les défis rencontrés par les ONG nationales qui travaillent dans la nutrition pour accéder à des positions de leadership et aussi à des sources de financement plus diversifiées dans la réponse humanitaire? Ça, c'est une question que beaucoup des collègues en ligne se posent, je pense. oui, merci pour la question. Bonjour à tout le monde, bonjour aux panélistes et tout le monde participant. C'est une question très pertinente et qui nécessite d'avoir une réponse. Comme mes collègues ainsi que acteurs nationaux, cette question demande beaucoup de réflexion. Et en réponse par rapport à cette question, je pense que d'après ma réflexion, nous avons deux éléments qu'on peut répondre à cette question. Les ONG nationales et locales rencontrent beaucoup de défis, font face à beaucoup de défis. Et ces défis peuvent se synthétiser, selon moi, en deux grandes catégories. Et la première catégorie de ces défis, ce sont des défis en lien avec le financement et des sources de financement. C'est la première catégorie de ces défis. Et la deuxième catégorie se voit par rapport avec les défis liés au leadership et au positionnement des organisations nationales. Alors, pour un peu être plus explicite, je peux dire quoi? Par rapport aux défis liés au financement et aux défauts des sources de financement, je peux dire d'abord qu'il y a accès limité aux sources de financement les plus diversifiées pour des réponses humanitaires. Donc, la plupart d'ONG nationales, la plupart des zones locales n'ont pas accès et ils sont beaucoup plus limités en rapport avec pour avoir l'accès au financement. Je donne un exemple. Il y a par exemple des bailleurs comme ECHO, bailleurs comme BHA, bailleurs comme Coopération internationale. Nous, les ONG nationales, les jeunes locales, on n'a pas accès aux différentes plateformes de BHA, des plateformes d'ECHO pour avoir ces financements. Il y a aussi un deuxième élément de réponse par rapport à ces défis de financement, c'est l'exigence de redevabilité et de conformité. Ceci dit quoi? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Les bailleurs et ainsi que les donateurs, comme Guettier, par exemple, comme USAID, ancien USAID, ils ont des contraintes, donc, ils ont des procédures les plus difficiles pour faire accéder aux ONG nationales, aux ONG locales. Et ces procédures affectent beaucoup plus parce que la plupart des ONG locales n'ont pas de documentation telle qu'est recommandée par les différents bailleurs. Je vais vous donner par exemple ici, la fois passée, on a fait avec le fonds humanitaire. Il y a beaucoup d'exigences par rapport au fonds humanitaire, mais la plupart des organisations n'ont pas répondu à ces exigences-là. Ce sont des exigences de conformité, de redevabilité qui font en sorte que la plupart des jeunes locales nationales sont limitées. Il y a aussi troisième élément par rapport à cette réponse, c'est par rapport aux sources de financement. Donc, il y a une faible couverture des sources de financement. C'est-à-dire quoi? Nous voyons ici la plupart d'ONG nationales ne sont pas connectés. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils ne sont pas connectés, on n'est pas informé par rapport aux différents canaux des sources de financement. Parfois, on peut chercher le financement par-ci, par-là, mais on se dit
on n'a pas vraiment cette information d'où viennent les financements, comment on peut avoir ces financements. Il y a beaucoup d'autres des donateurs qui sont dans le monde, mais nous sommes beaucoup plus fermés, nous ne savons pas comment on peut recouvrir, comment on peut avoir ces sources de financement. Ce sont les trois éléments que moi, je pense réfléchir en rapport avec ces défis de financement et des sources de financement. Mais néanmoins, en rapport avec le leadership, les défauts de leadership, défis de leadership et des positionnements, je pense que la plupart d'enjeux nationaux ne sont pas, nous sommes sous-représentés. Donc, il y a sous-représentation au niveau de la coordination. C'est-à-dire quoi? Là où il y a des grandes décisions, les ONG nationaux ne sont pas là. Et ce qui fait que lorsqu'il y a des décisions sur les financements, sur X, Y donateurs, ne sont pas représentés. Et quand on n'est pas représenté, on n'a pas accès à ces financements. Et cela fait à ce que ces défauts de leadership freinent à ce que nous puissions avoir l'accès au financement. Il y a aussi autre élément par rapport aux défis de leadership, c'est la capacité technique des ONG nationales. La plupart des ONG nationales ne sont pas en capacité, cette faiblesse de capacité de compétences techniques font en sorte que nous sommes limités. On peut avoir besoin de faire quelque chose que ce soit, mais notre capacité technique nous fait limiter afin que nous puissions avoir des ouvertures sur le plan sur les donateurs. Un autre élément par rapport au niveau de leadership, c'est les ressources humaines qui sont beaucoup plus limitées. Je peux m'expliquer par là par rapport à quoi je dirais quoi. Il y a des compétences qui sont dans les ONG nationales, qui se font migrer vers les ONG internationales, vers les agences humanitaires, laissant les ONG nationales. Et ces compétences, cette fuite des compétences, laisse un vide au niveau des ONG nationales. Et quand il y a un vide au niveau des ONG nationales, ceux qui sont restés dans les ONG nationales n'ont pas la capacité de pouvoir conjuguer les efforts, de pouvoir compétir et faire ce qui est important au niveau des ONG nationales. Et il y a aussi la dépendance technique. Par rapport au leadership, la dépendance technique, je l'expliquais comme, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais je dirais quoi, il y a un défaut de l'expertise technique au niveau des secteurs de nutrition. C'est-à-dire que la plupart des organisations nationales n'ont pas l'expertise technique sur le secteur de nutrition. Bien qu'il y a celles-là qui veulent affronter, celles-là qui veulent à faire des activités de nutrition, mais on constate qu'il y a beaucoup d'ONG qui ne sont pas capacités, qui n'ont pas l'expertise technique en nutrition et qui vont faire des activités de nutrition. Ce qui fait que lorsque on fait des projets, lorsqu'on fait il y a des appels, des manifestations, on lance des projets, mais des projets qui ne sont pas vraiment bien cohérents parce qu'on fait des propositions qui ne sont pas techniquement bien harmonisées. Donc, cette faiblesse technique, cette dépendance technique fait à ce que nous avons des difficultés pour atteindre pour avoir les projets, les financements. Il y a aussi Merci un autre beaucoup. élément. OK. Ah oui, pardon. OK. Pardon, docteur Emmanuel. Mais c'est vrai, vous faites en fait une photographie des challenges qui sont absolument réels et qui doivent être pris à bras le corps, en fait, pour avoir de plus en plus d'ONG nationales et locales représentées et qui ont accès aux fonds. Donc, c'est vrai que c'est un constat, d'ailleurs, qui mériterait complètement un travail approfondi pour la RDC, Oui. pour essayer de remédier à ces différents points. Merci beaucoup, docteur Emmanuel. Je vous en prie, je vous remercie aussi. Ouais, on y croit et c'est vrai que dans certains pays, les ONG locales et nationales se sont organisées en consortium pour contourner certains de ces défis. Très bien. Donc maintenant, on va poser une question à l'équipe de coordination. Alors, on a Aboubakari, le coordinateur du cluster, qui a gentiment délégué euh, cette question-là. Attendez, excusez-moi, je branche la batterie. À Hilaria, donc. Et la question est la suivante. Quelle est la place de la localisation
et le transfert de compétences et justement le leadership dans la stratégie du cluster nutrition en RDC. Ça complémente un peu ce Merci. que disait Dr Emmanuel. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Géraldine, hein, pour la question et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, après ce que aussi Dr Emmanuel a dit, je vais essayer un peu de donner quelques bouts de réflexion. Donc, pour répondre à la question, on peut dire que bien sûr, en RDC, les acteurs nationaux et locaux ont toujours joué un rôle crucial dans la réponse nutritionnelle et dans les contextes des crises, notamment à l'est du pays, ce sont souvent eux qui assurent la continuité de la réponse et des services dès les premières phases des flambées. Donc, pour les clusters nutrition, la localisation en 2026 et donc dans notre stratégie ne consiste pas à créer des nouvelles capacités, mais plutôt, on peut dire, à organiser les systèmes humanitaires autour des compétences qui existent déjà, qu'ils ont déjà là, pour les rendre plus visibles, pour les rendre plus structurés et aussi plus durables. Donc, on peut dire que concrètement, on travaille sur trois différents niveaux. Au niveau institutionnel, on renforce l'ancrage du cluster nutrition avec les Pronanut et aussi avec les différents DPS. Par exemple, dans plusieurs provinces, les priorités opérationnelles sont désormais définies conjointement avec les autorités et les mécanismes de coordination sont co-animés, on peut dire, de façon régulière. Après, au niveau organisationnel, on accompagne les ONG nationales et les ONG locales dans leur accès au financement et aussi aux espaces décisionnels. En 2025, par exemple, il y a eu plusieurs ONG locales du Nord Kivu, mais aussi des autres provinces, comme par exemple Belituli, qui ont pu gérer directement des projets nutrition financés par les fonds humanitaires, avec bien sûr un appui technique ciblée de la part du cluster. Et après, il y a aussi un niveau un peu plus, on peut dire, petit, que c'est les niveaux individuels où on fait un investissement dans les compétences et les leadership. Des cadres nationaux formés en coordination et aussi en gestion des informations assurent aujourd'hui l'animation des groupes techniques et les suivis des performances dans leurs zones d'intervention. Donc, pour les 2026, on peut dire que notre ambition est bien sûr celle de consolider un modèle d'éco-leadership fonctionnel fondé sur la complémentarité des expertises, sur la transparence bien sûr et aussi sur les responsabilités partagées. Donc, on peut dire que les clusters est de plus en plus en train d'évoluer vers un rôle de facilitateur, de catalyseur et de garant de la qualité. On connaît très bien les contextes dans lesquels on travaille, que c'est un contexte qui est marqué par l'insécurité et par des crises récurrentes. Et donc, la localisation est avant tout une stratégie, on peut dire, d'efficacité. Elle permet de maintenir des services, même si l'accès humanitaire est limité et si les acteurs internationaux sont amenés à réduire leur présence. Donc, voilà, je pense qu'on peut dire, pour clôturer, que localiser la réponse en RDC, ce n'est pas seulement renforcer les acteurs locaux, mais c'est vraiment une façon de construire un système qui est plus cohérent, plus inclusif et plus résilient. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hilaria. Effectivement, on aime bien cette idée des systèmes résilients et qui traversent toutes les étapes et toutes les crises. C'est effectivement vers ça qu'on doit tendre pour éviter de courir en cas de problème supplémentaire ou d'urgence. Super, merci beaucoup. Et maintenant, je vais poser une question pour l'équipe globale. Donc, Denis et Nkirote, je vais la poser en français et Denis et Nkirote répondront en anglais.
avec la traduction qui est disponible pour ce webinaire. Donc la première question, c'est quelles sont les principales tendances que nous pouvons prévoir pour l'agenda de la localisation au niveau global en 2026? Qu'est-ce qui va se passer pour la localisation? Voilà, Denis, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc est-ce que tu pourrais répondre en 2, 3 minutes, si c'est possible? Merci beaucoup. Thank you. I'll try to keep it as short as possible. 2026 is quite a critical moment on localization, as we know that this is the final year of the Grand Bargain, which was supposed to be implemented from 2016 to 2026, that is within 10 years. So 2026 is actually a critical year to, and what some of the things that we're going to see are acceleration of some of the commitments and some of the targets. We are also going to witness discussions at the global level and at the regional level on the future of Grand Bargain, the future of localization. And that will be very key and will also encourage the local and national actors together with the international actors to come together and discuss further on that. And also linked up to the issue of funding. Whilst we see that there has been a bit of a deep dive on a bit of a drop on funding, on global funding. What we are also witnessing is that there has been an increase on funding through country-based pool funds to local and national actors. In 2024, the funding allocated to local and national actors was at around 45%. Was at 35%. I'd captured it somewhere. It was actually 35%. And 2025, we see that it has moved to 45% despite global funding going down. And we know that for the ERC, there has been some commitment to increase that funding to 70%. So this is also some few areas that we're going to see. Also noting that the US government funding has been directed to all funds, which will also have a spike in the increase of pool funds in different regions, hopefully. So those are some of the areas that we are witnessing. Of course, maybe also mentioning that there will be some transitioning. There are some countries that have also been identified to transition, which we will be seeing more locally led transition. Happy to report that for the GNC, we see that more than 80% of the nutrition cluster globally are co-led by government at the national level. And we will be witnessing that also in different aspects. Of course, the last bit will be the humanitarian research, which is linked to some of the targets that are going to be discussed next week under the Interagency Standing Committee. I'll stop there because of time. Thank you. Merci beaucoup, Denis. Thank you very much. Alors, pour une question de temps, on va passer à la section des questions. Et en fait, Nkirote reste avec nous parce qu'il y a une question qui était prévue pour la table ronde, mais qui va venir répondre en fait à pas mal de questions qui ont été posées dans les questions-réponses et également dans le chat. Donc, pour la première question, if you can move the slide to the Q&A. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas pour les panélistes, pour votre présence. Merci beaucoup, Dr Béatrice, Dr Emmanuel, Hilaria. Je sais qu'Aboubakari aussi est là, vigilant. Thank you very much, Denis. And thank you, Nkirote. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la section questions et réponses. Next slide. Ou il n'y a peut-être pas de slide suivante. En tout cas, une première question, c'est pour Nkirote.
On a vu dans les questions-réponses et aussi pendant les échanges de la table ronde, pas mal de questions sur comment renforcer la présence et la participation des acteurs locaux et nationaux. Et du coup, comment est-ce que la localisation est intégrée dans la nouvelle stratégie du GNC pour 2026-2029? Enkirote, je te laisse la parole. Pour écouter la traduction simultanée, il faut taper en bas dans la section plus et aller sur le globe et prendre le langage français pour les francophones. Enkirote, à toi. Thank you, Geraldine. My name is Nkirote Laiboni, and I'm the Localization Help Desk at the Global Nutrition Cluster. So I'll just share some quick reflections on how localization is embedded into the GNC's new 4-year strategy. And the strategy was actually launched yesterday, so today's webinar is quite timely. I'll start by highlighting that the process of developing the strategy embedded the true spirit of localization, and that's because we consulted over 150 members of the GNC collective, including local and national actors. And the consultations included targeted discussions around localization. So what emerged from these consultations was a consensus to include localization as one of the guiding principles in the new strategy. And also to highlight that under this new strategy, the GNC sees localization as a path to locally led humanitarian action. And there is a great emphasis on the importance of centering local and national actors as leaders in the humanitarian responses in their country context. And also, really importantly, respecting contextual expertise and lived experience. Also to highlight, I found it very interesting listening to Dr. Emmanuel's reflections because it really does align with some of the key challenges that have been identified by local and national actors in a recent survey that we did as some of the barriers to implementation of localization in their national context. So to highlight that the new strategy also is responsive to some of these key challenges that Dr. Emmanuel also highlighted in his reflections. Lastly, because I know we don't have a lot of time, I'll encourage you to read the new strategy and share your feedback with us. I'll be including my email address on the chat box, as well as the link to the landing page of the new GNC strategy, which has also been translated into French. So thank you so much, and over to you, Geraldine. Merci beaucoup, Enkirote. Comme on voit effectivement, hein, il y a beaucoup d'intentions à tous les niveaux de renforcer la représentativité des acteurs locaux et nationaux et aussi d'essayer de les accompagner avec du renforcement des capacités, etc., pour effectivement améliorer cet accès au leadership et au financement. Merci beaucoup à toutes et à tous encore une fois pour cette table ronde. C'était très intéressant de voir les différents positionnements en fonction des intervenants quant à la localisation. On va prendre quelques questions. Alors, est-ce que parmi les participants, des gens veulent poser des questions? Si vous voulez, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Et en attendant, dites-moi hein, si vous avez, dès que vous pouvez poser la question de vive voix. En attendant, il y avait plusieurs questions au niveau de la sélection des participants, que ce soit pendant les activités qui ont été développées avec ce projet ou également pour tout ce qui est action sur le terrain avec les acteurs locaux. Qui c'est qui Nadine, voudrait parmi... il y a 2 Oui, personnes qui ont levé la main. oui. Alors je vois Innocent. Est-ce que Innocent du coup peut...
Je ne sais pas s'il a les droits pour ouvrir son microphone, Innocent, parce que j'entends pas sa question. Donc, en attendant, est-ce que quelqu'un peut-être... Ah, Innocent. Oui, oui, alors vous me suivez? Oui, 5 sur 5. Ok, ok, merci. Je m'appelle Maître Innocent Wango, je suis médecin nutritionniste, président de l'ASBEL, Organisation des médecins nutritionnistes au Congo. La question est la suivante. Après cette étape de ronde, est-ce y aura-t-il des recommandations adressées aux autorités politico-administratives ou au cluster nutrition ou au GNC? J'aimerais savoir parce qu'il y a eu des problèmes vraiment de fond. Par exemple, celle concernant l'accès à des ONG locales au financement. Donc, celui qui a parlé, je pense, docteur Emmanuel, en a posé vraiment des vrais diagnostics. Il faudra qu'on puisse trouver des solutions, qu'on fasse des recommandations au niveau des bailleurs qui puissent aussi revoir un peu leurs conditions pour que les ONG locales accèdent au financement. Merci. Merci beaucoup, Innocent. En effet. En effet, alors je ne sais pas si Docteur Béatrice ou Aboubakari voudrait répondre à ce niveau-là. Pour poursuivre ce qui a été commencé évidemment depuis un bon moment hein, sur ces efforts de localisation et puis très bien expliqué par Docteur Emmanuel sur les challenges qui restent encore à affronter. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, Béatrice ou Aboubakari, qui voudrait... Oui, Là, et je je vais pense essayer que de répondre. Oui, oui, merci allez-y. pour la question. Merci pour la question. Je pense que oui, je pense que ce chantier, c'est un chantier qu'on essaie d'inscrire sur l'agenda de la coordination en 2026. Et je pense que les semaines à venir, déjà avec ce premier diagnostic qui est posé, on va essayer d'y travailler. Et comme on l'a dit, hein, il y a le plan stratégique du GNC qui est sorti avec des questions de localisation. Donc, on va essayer de voir comment on travaille sur ces questions cette année. Ça fait partie aussi du plan de la stratégie de développement du cluster nutrition en 2026. On va essayer d'élargir un peu la réflexion et puis voir un peu comment on peut poser les jalons pour commencer à travailler sur les questions les plus pertinentes au fur et à mesure. Mais ça fait partie de l'agenda de cette année et on va travailler ensemble, main en main avec la partie gouvernementale pour des questions spécifiques. On ne pourra pas tout résoudre un coup, mais voir un peu comment on résout au fur et à mesure et vraiment que l'agenda de la localisation soit quelque chose d'effectif en 2026 à RDC pour les acteurs de la nutrition. Merci. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aboubakari. Effectivement, restez connectés, suivez le cluster nutrition, participez aux activités, puisque 2026 va être une année assez charnière pour la localisation. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie beaucoup et je rends la parole à Angéline pour la clôture de ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Super. Ben, merci beaucoup Géraldine. Merci à tous. Je me tourne peut-être vers Docteur Béatrice pour savoir si vous souhaitez dire quelques mots de clôture. Et merci Angéline. Je peux dire merci à toutes et à tous. À travers ces échanges, nous venons de contribuer à enrichir nos réflexions collectives, à identifier les pistes concrètes pour contribuer ou à renforcer la capacité ou les capacités locales à améliorer nos réponses humanitaires pour la RDC. Et nous ne cesserons jamais de dire, tant que la RDC continuera à exister comme RDC, les problèmes humanitaires existeront toujours. Et raison pour laquelle nous demandons encore l'accompagnement des GNC, malgré tout ce que nous venons de présenter, que les GNC continuent encore à nous accompagner, à nous renforcer encore pour que nous puissions améliorer les urgences humanitaires en République démocratique du Congo. Merci à Angéline, merci à Géraldine, merci à Ethel et merci à tous les panélistes pour avoir accepté que ces webinaires puissent avoir lié pour les échanges et l'expérience de la RDC à travers l'accompagnement qui est lié l'année passée. Merci beaucoup. Je vous retourne la parole. Angéline.
Merci beaucoup, Béatrice. Donc vraiment un grand merci à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux. Merci aussi pour toutes les questions très pertinentes que vous avez posées. Merci aux présentateurs et aux intervenants pour leur disponibilité et leurs perspectives très enrichissantes. Et je voudrais dire un grand merci au Pronanut et à l'équipe de coordination du cluster nutrition pour leur leadership, leur collaboration et leur soutien. Donc, juste très rapidement, vous avez ici sur cette dernière diapositive l'offre de service du GNC. Donc, le GNC est disponible pour fournir un appui. On peut vous fournir un appui en coordination de cluster, en gestion de l'information, en nutrition dans les situations d'urgence, à travers un appui à distance, rapide à distance, un appui plus en profondeur pendant plusieurs semaines dans le pays ou à distance. On a aussi une liste de consultants qui est disponible pour la communauté de la nutrition dans les situations d'urgence. Et nous pouvons, bien entendu, vous appuyer pour organiser des webinaires ou autres événements de partage d'expérience, comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, la prochaine diapo, c'est juste pour vous montrer très rapidement où on peut demander de l'aide. Donc, c'est disponible. Next slide, please, Miriam. C'est disponible sur notre site web. Le bouton se trouve en haut à droite, où c'est marqué Demander de l'aide. Donc, vous pouvez remplir le formulaire, c'est très rapide. Et je vous invite également à vous inscrire à la newsletter du GNC, la newsletter mensuelle qui présente les événements, les nouvelles ressources techniques, les opportunités professionnelles, les modules en ligne. Donc, c'est vraiment un très bon endroit pour en savoir plus sur le GNC et ses partenaires. Donc, un grand merci à tout le monde. Voici la fin du webinaire. Je vous encourage de bien vouloir remplir notre bref formulaire d'évaluation qui va apparaître à la fin de cet appel. Il prend moins de 5 minutes. Il nous aidera beaucoup à améliorer nos futurs webinaires. Donc, un grand merci à tout le monde et une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir tout le Bye. monde.